J'appelle tous les Français, quels qu'ils soient, où qu'ils soient. Non, rien, j'aime pas les journalistes, j'aime pas répondre aux questions. Ça me gonfle, ok ? J'ai été très choqué, je le répète. D'un coup, vous dérapez dans la fureur. Je vous demande de vous arrêter. Je souhaite que chacun se reprenne. Aujourd'hui, Du Biscuit s'intéresse à l'engagement de France Télévisions en matière d'éducation aux médias. Bonjour Martin. Salut Rémi. Retour en 1993 dans la séquence médiatique quand François Mitterrand dénonce aux obsèques de Pierre Bérégovoy les chiens. Cet épisode nous éclairera sur la relation entre les hommes et les femmes politiques et les médias quand la vie publique déborde sur le privé. Notre invité nous présentera les différentes actions menées par France Télévisions. Carole Pujol, journaliste, responsable éditoriale de la plateforme Lumni, viendra tout nous dire. Nous vous présenterons un outil indispensable pour aborder l'EMI, le guide de la famille tout écran. Une publication entre autres de Canopé qui permet de faire le point sur nos usages souvent trop immodérés de nos smartphones et de nos écrans. Enfin, nous aborderons la question des services civiques qui ont pour mission des pratiques d'éducation aux médias et à l'information. Les explications du monde ne justifieront pas qu'on ait pu livrer aux chiens l'honneur d'un homme et finalement sa vie au prix d'un double manquement de ses accusateurs aux lois fondamentales de notre République, celles qui protègent la dignité et la liberté de chacun d'entre nous. On vient d'entendre un extrait du discours de François Mitterrand prononcé le 4 mai 1993. Qui désigne François Mitterrand lorsqu'il parle des chiens, Martin ? Eh bien, ce discours, il est fait lors des obsèques de Pierre Bérégovoy, ancien Premier ministre français, qui s'est suicidé le 1er mai 93 à côté de Nevers. Et François Mitterrand, quand il parle des chiens, il met dans un grand sac à la fois les journalistes, la presse, les médias, les politiques qui préfèrent la petite phrase, les accusations peut-être sans fondement. En tout cas, il y a beaucoup de choses qu'il désigne par ce titre-là. Mais quel rapport François Mitterrand entretient-il avec les journalistes ? C'est un rapport compliqué, puisque tous les hommes et femmes politiques ont besoin des médias, ont besoin de la presse et de plus en plus de l'audiovisuel pour pouvoir faire campagne, vivre médiatiquement pour vivre politiquement. On l'a vu, par exemple, il y a un extrait très célèbre d'un journaliste belge qui interviewe François Mitterrand, qui lui demande des questions très précises. François Mitterrand qui met fin à l'entretien, notamment lorsqu'il aborde la question des écoutes. Donc il se méfie des journalistes et surtout, il a raison parce qu'il a un certain nombre d'informations qu'il a cachées depuis des années. François Mitterrand, il a un passé qui est associé au régime de Vichy, en tout cas pendant les premières années. Et ça, c'est le journaliste d'investigation Pierre Péan qui va le révéler en 94 dans un livre qui s'appelle Une jeunesse française. Donc il aime pas trop cette thématique-là. François Mitterrand, il a une double famille, il a une famille cachée, une fille. Et ça, François Mitterrand, il veut pas le révéler non plus aux médias ni aux Français. Et pourtant, le 10 novembre 94, Paris Match va publier en une la photo de Mazarine, sa fille, et de Mitterrand lorsqu'ils sortent d'un restaurant. Enfin, François Mitterrand, il est comme tout le PS ou comme tous les hommes politiques à cette époque, il sait qu'il y a des financements politiques, il sait qu'il y a de la corruption et son ami Pierre Bérégovoy a été accusé. Alors, c'est pas la plus grande accusation, mais la presse, notamment Le Canard enchaîné, a publié le 1er février 93 des accusations contre Pierre Bérégovoy pour un prêt, 150 000 € environ. On ne connaît pas le fin mot finalement de cette histoire, mais il a mis tout ça dans ce grand sac en dénonçant ses chiens. Et c'est vrai que ça a marqué le monde des médias et du journalisme. Avec notre invité, nous allons regarder ce que propose le groupe France Télévisions en matière d'éducation aux médias et à l'information. Carole Pujol, journaliste, responsable éditoriale de la plateforme Lumni, nous explique la mobilisation des équipes du côté de France Télé. À France Télévisions, il y a des gens qui, pendant des années, l'ont fait individuellement et de manière bénévole. Il y a énormément de journalistes qui se sont impliqués pour aller dans des établissements scolaires depuis des années, que ce soit à Paris ou en région, sur tout ce qui est semaine de la presse. Après Charlie, il y en a eu encore plus. Hors contexte semaine de la presse et qu'ils l'ont fait parce que justement ils avaient des contacts lors de reportages notamment avec des enseignants qui étaient demandeurs. Donc ça c'est une première chose. Depuis 2 ans à peu près maintenant, Amel Kogar, donc la directrice, avait demandé à la présidente et à la direction de l'info de pouvoir monter ce qu'on appelait un réseau citoyen, un réseau de journalistes en interne sur le temps de travail.
Donc ça, c'est un vrai plus, parce que effectivement, ça demande du temps de faire ça, de ce qu'on disait tout à l'heure, ça demande de la préparation, ça demande de l'investissement, ça demande à se déplacer dans les établissements aussi. Des fois, l'établissement il est à côté, des fois c'est à 1h30 d'ici, donc c'est quand même du temps qu'on prend sur le temps de travail. Et il n'était pas normal que les gens le fassent sur leur jour de congé. Donc de plus en plus, on le fait sur notre temps de travail. Aujourd'hui, on doit être une trentaine dans l'Île-de-France. Que ce soit des gens qui bossent à l'info ou au numérique. On a mixé toutes les compétences. Après, dans les faits, c'est quand même assez compliqué pour les gens qui sont à l'info, même si c'est les premiers concernés, parce que justement, ils sont à l'info et que le matin, on peut leur dire « bah oui, c'était prévu, mais tu annules parce que tu vas en reportage » et que la priorité, ça reste le reportage. Donc c'est toujours un peu comme ça. Après, les profs sont assez souples, ils comprennent tout à fait. Et si on leur dit bah, « je suis désolée, aujourd'hui, j'avais prévu de venir, mais je ne peux pas parce que je pars en reportage », soit l'un de nous prend le relais, soit le rendez-vous est repoussé et j'ai envie de dire il n'y a pas mort d'homme. Donc ça reste encore de l'engagement, du vrai engagement personnel et de la bonne volonté, même si on sent que on a quand même au niveau de la direction un vrai soutien. Vraiment. Je pense que c'était pas le cas il y a quelques années. Là aujourd'hui, il y a une vraie volonté globale de faire en sorte que l'éducation aux médias soit prioritaire. France Télévisions, c'est le premier groupe audiovisuel en France en termes d'audience, avec les chaînes France 2, France 3, France 4, France 5, France O et le réseau La Première. Il y a donc des actions réalisées au niveau national et au niveau local. Oui, le réseau comporte aussi 24 antennes de proximité chargées de produire des programmes régionaux et locaux. Journalistes en région, ils sont pas un effectif pléthorique, ils font ce qu'ils peuvent et régulièrement ils ont des initiatives personnelles dont on n'a pas connaissance. Donc ça c'est un premier point. Il y a beaucoup plus de choses qui se font en région que ce qu'on ne sait nous au siège. Ça c'est très clair. Et puis il y a toutes les opérations nationales auxquelles on est engagé et sur lesquelles soit ils sont déjà, soit ils se greffent après, du type médiatique, du type les assises du journalisme, du type la semaine de la presse, où on avait fait aussi un salon du numérique à Poitiers sur lequel la rédaction de Poitiers a beaucoup participé. Donc pour nous, l'objectif aussi, c'est de faire en sorte que toute bonne volonté soit prise en compte, qu'elle soit à Paris, en région. Enfin voilà, pour moi, il n'y a pas de cloisonnement Paris-Région. Voilà, on fait tous le même job. On a tous les mêmes contraintes parce que malgré tout, on a tous cette contrainte de temps de travail et de présence sur notre lieu de travail et tout ça. Mais quand on a tous les mêmes envies, on y arrive et il faut qu'on reste dispo les uns pour les autres. Et voilà, et je sais que les bureaux régionaux de France 3 notamment, font énormément de choses dont ils ne rendent pas compte parce qu'ils n'ont pas à le faire. Et que par ailleurs, ils ont aussi de plus en plus le réflexe de nous dire « Ah, il paraît que vous faites ça, ce serait bien qu'on en parle. » Ou « Ce serait bien que vous nous donniez des contenus. » Et ça, c'est super. Pour terminer ces discussions avec Carole Pujol, tu lui as demandé quel avenir pouvait se dessiner pour l'EMI à France Télévisions. J'espère que ça ira crescendo. Parce qu'il faut absolument que ça aille crescendo. Non pas parce que je défends ma paroisse, mais parce que la défiance envers l'information est telle qu'à un moment donné, ça ne passera que par de l'éducation. Donc, ce que moi j'aimerais, mais c'est un vœu pieux, c'est qu'en fait, il y ait une sorte de rédaction dans la rédaction, avec des gens mobilisables un peu n'importe quand et qui deviennent prioritaires sur ce type d'opération. Le but du jeu n'est pas que les gens fassent ça tout le temps et voilà, mais je pense qu'on peut se fixer des objectifs cohérents d'intervention dans X établissements en France et que du coup, les journalistes qui sont inscrits sur ce réseau donnent la priorité à ces X établissements en France. Encore une fois, c'est pas juste une question de on va vous apprendre le job, c'est pas ça le problème. La question elle est plus là aujourd'hui. Elle est juste il y a des proliférations de fake, il y a des deepfakes. La prochaine génération des deepfakes, je ne sais pas à quoi ça va ressembler, mais franchement, quand on voit déjà la perfection du deepfake, on a de quoi s'inquiéter. Il y a toute une mécanique de l'information qui est très différente de celle qu'on a connue il y a 10 ans, qu'il faut que nous déjà on comprenne pour pouvoir l'expliquer, et qu'il faut que les enfants apprennent à comprendre très vite, parce que les dégâts peuvent être importants, et qu'il faut éviter ça, et que si nous on ne le fait pas, je ne sais pas qui va le faire en fait.
Martin, tu voulais revenir sur le guide de la famille tout écran. Oui, c'est un outil très pratique qu'on peut utiliser. On entendait Carole Pujol qui nous parlait des deepfakes, vous le savez. Ce sont ces vidéos qui sont, grâce à l'intelligence artificielle, qui nous troublent, qui permettent à quelqu'un de parler avec la voix de quelqu'un d'autre. Le visage s'anime comme ça. Donc, on pourra en parler peut-être dans la 3e édition du guide tout écran. En tout cas, pour l'instant, il y a 2 éditions de ce guide. La première, c'est en 2017. C'est un rassemblement de canopées, de journalistes, du Clémy, bien évidemment, mais aussi de la CAF. Et dans ce guide de la famille tout écran, vous avez un guide papier, vous avez la possibilité de le télécharger, bien sûr, en ligne. Eh bien, on va retrouver pas mal d'informations sur les écrans. Comment on arrive à modérer un peu notre utilisation en famille, parce que on sait très bien que les adultes, on est les premiers à avoir de mauvaises pratiques avec nos écrans. Donc, on parle dans ce guide de publicité cachée, de fausses informations, des selfies, de gérer le temps d'écran, de la violence. C'est vraiment très bien fait. Il y a les 2 exemplaires à regarder et vous avez également la série télé, La famille tout écran. Il y a 2 saisons. Bon, c'est dommage de faire une série pour parler des écrans, mais ça peut marcher avec tous les publics, donc profitons-en. C'est très bien fait. Vous le retrouverez par exemple en ligne sur le site internet du Clémy. Martin, pour terminer cet épisode du Biscuit, tu voulais aborder les services civiques qui ont des missions dédiées à l'éducation aux médias. Oui, Rémi, ces missions EMI, éducation aux médias et à l'information, elles ont été annoncées un peu dans l'urgence, il ne faut pas le cacher, par le ministère de la Culture lors du premier grand plan EMI qui a été lancé aux Assises du journalisme de Tours en 2018. Alors, à ce moment-là, il fallait réagir. Et quelles étaient les annonces du ministère ? Eh bien, il y avait un soutien aux acteurs de l'éducation aux médias et à l'information, notamment nous en bénéficions, nous, parce que c'est grâce à la DRAC, au ministère de la Culture, qu'on peut proposer cette série de podcasts du Biscuit sur l'éducation aux médias. Il y avait le développement de l'éducation aux médias et à l'information en bibliothèque. En gros, il fallait mobiliser tous les acteurs, mais il y avait vraiment un point important sur les médiathèques. En 2018, il y a eu 5 territoires d'expérimentation, la Charente, le Puy-de-Dôme, le Cantal, le Val d'Oise et Valence Roman Agglo. Et dans ces médiathèques, on a des services civiques qui sont dédiés à l'éducation aux médias et à l'information. Et qui sont ces services civiques ? Alors les services civiques, il faut savoir que ça existe depuis un certain temps, mais ils ont 21 ans de moyenne d'âge. Ce sont des jeunes qui vont être rémunérés 580 € pour travailler 26 heures par semaine dans une structure. Et dans ces services civiques, il y a entre 17 et 25% de décrocheurs, un peu moins de 50% qui a un équivalent bac, et seulement un peu moins de 4% qui sont issus des territoires ruraux. Donc on voit que les services civiques ne sont pas répartis également sur le territoire, ce qui a pu poser problème pour trouver des services civiques qui sont dédiés à l'éducation aux médias et à l'information dans certains territoires. Ça a été plutôt compliqué pour trouver ces profils de jeunes pour qu'ils puissent animer un certain nombre de choses. Et alors, quelles sont leurs missions, ces services civiques ? Eh bien, on va les retrouver à l'animation d'ateliers, des expos, des ciné-débats, parfois participer à des séances de décryptage. Ils ont beaucoup été guidés pour travailler sur les fausses informations. Et là, c'est quand même assez difficile parce que les fausses informations, déjà un journaliste professionnel qui a de l'expérience, il est parfois perdu. On peut l'avoir entendu, nous, dans les épisodes du Biscuit. Et il faut s'attaquer à cette information-là avec des adultes en face de nous, des adultes qui sont les usagers de la médiathèque. Et parfois, c'est compliqué de provoquer un débat, de l'encadrer, de savoir le raisonner. Tout cela s'apprend. Heureusement, les services civiques qui sont soutenus par l'AFEV et l'association Unicité, ils ont des formations. Ils ont à peu près 10 jours de formation. Alors, on ne sait pas forcément qui les forme, sur quelle méthode, sur quelle technique. Ils vont avoir à la fois un apport qui est gestion de groupe, par exemple, gestion de différents types de publics, mais aussi des apports par des formateurs journalistes pour leur parler des médias, du monde de la presse, du monde des médias, des fausses informations, etc. Mais ça a quand même... c'est un bilan plutôt mitigé. Pourquoi un tel bilan, Martin ? Eh bien parce qu'il y a tout simplement du côté des jeunes pas mal de réussite sur leur parcours. Ils ont tous été intéressés par ces missions, ils sont beaucoup donnés, c'est des jeunes qui sont très volontaires. Donc là, ça marche vraiment sur le dispositif, le service civique en éducation aux médias, ça marche bien pour les jeunes. Ils ont trouvé plein d'intérêts, notamment reparler de l'information, de l'actualité, mieux l'appréhender, ça ils le disent régulièrement. Par contre, les médiathèques qui ont eu des jeunes services civiques, il faut savoir que les services civiques, parfois, ils trouvent du travail, et tant mieux. Parfois, ils reprennent des études, et tant mieux. Parfois, ils ont besoin juste de changer d'air, ils arrêtent. Donc,
donc c'est compliqué, il faut qu'il soit bien encadré. Et des séances qui ont très bien marché, c'était par exemple les séances avec le jeu Médiasphère de Canopé, parce que là, ils avaient un jeu, un outil qui était prêt, une règle du jeu, ils pouvaient encadrer une séance parfaitement bien, alors que des débats sur les complots et les fausses informations, c'était beaucoup plus difficile à manier pour eux. Mais l'expérience de ces services civiques est quand même appelée à se maintenir. Ah oui, l'expérience a été reconduite. Il y a maintenant le deuxième plan qui est entré en œuvre en 2019. Ça touche la France entière. Il y a de plus en plus de missions de service civique. Pour les trouver, c'est simple, il faut aller sur l'agence du service civique. Si vous rentrez les mots-clés médias ou journalisme, on va voir qu'il y a un certain nombre de missions dédiées à ces médias. Moi, j'ai mis médias et j'en ai trouvé plusieurs centaines. Journalisme, 24 missions au moins en ce moment. Donc, ça veut dire que ça continue. Il y a certaines médiathèques qui ont, par contre, décidé d'arrêter ce dispositif, notamment dans le Puy-de-Dôme, parce que ça posait des soucis d'encadrement. Il fallait vraiment mobiliser en interne les médiathécaires et les bibliothécaires et ça a parfois été un peu compliqué. Merci beaucoup Martin, c'est la fin de cet épisode du Biscuit. On vous rappelle que vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur le site lechantier.radio et quant à nous on se retrouve bientôt Martin encore pour un nouvel épisode du Biscuit. Allez, salut Rémi, au revoir. Vous pouvez retrouver du Biscuit sur le site lechantier.radio et sur Instagram. N'hésitez pas à liker, partager et à nous attribuer plein d'étoiles sur Apple Podcast. Avant de vous quitter, je vous souhaite bonne chance à chacune et à chacun d'entre vous. Au revoir.